on va reprendre avec une dernière table ronde consacrée à la prise de parole pour changer les représentations et les pratiques. Du coup, ici, on est du dispositif ZEST, Zone d'expression contre la stigmatisation, qu'on ne va pas représenter parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais l'idée, c'est qu'on fait des actions de sensibilisation basées sur la prise de parole. Du coup, je vais vous présenter les personnes qui sont présentes à mes côtés et me présenter peut-être d'abord. Donc, je suis Floriane, une des co-coordinatrices du dispositif. À ma droite, nous avons Adrien, un participant du dispositif. À ma gauche, Jean-Michel aussi, mais Romain, qui est co-coordinateur du dispositif, Jean-Michel qui est aussi participant, Colline qui est co-coordinatrice du dispositif, et on est tous aussi participants d'ailleurs, et Pascal qui a fait un super podcast Troubles dans le spectre sur l'autisme que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà le cas. Donc l'idée de cette table ronde, c'est de discuter justement de pourquoi on est amené à prendre la parole, comment on le fait, etc. Et on va utiliser un seul micro pour que ça soit plus simple pour le Zoom, donc je vous le transmettrai. Voilà. Est-ce que Pascal, tu veux commencer par une question ou est-ce que j'y vais ? Merci en tout cas à Floriane et à ZEST de nous accueillir pour cette fin de journée. Moi, je voulais simplement demander aux participants des bibliothèques vivantes qui sont là, les 3 qui sont là, du coup, ce dispositif est un dispositif de parole partagée. Vous la mettez publiquement, en scène un petit peu quand même. Mais du coup, s'il y a une parole partagée, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu une parole empêchée. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où votre parole a été entravée ou empêchée et du coup, par contraste, qu'est-ce que ça a fait, cette bascule dans une exposition publique d'une parole que vous pouvez partager maintenant? Adrien, tu veux commencer? Merci pour la question déjà. Et puis en ce qui me concerne, pour la parole empêchée, je dirais que j'ai mis longtemps en fait, et aussi avant de commencer la thérapie, j'ai mis longtemps à pouvoir poser des mots en fait sur ce que je vivais et sur ce qui me faisait mal. Donc la parole empêchée en fait, elle est venue de là tout simplement. Et quelque chose que j'ai eu l'occasion d'écrire, c'est que prendre la parole dans le cadre de ZEST, ça a aussi été un petit peu une forme de revanche, parce que tout ce que j'aurais voulu dire à l'époque où j'étais pas bien et que j'avais pas les mots qu'il me fallait, je le dis après coup, et pas forcément aux personnes qui ont été responsables de l'empêchement de ma parole, on va dire. Donc il y a un petit peu, comment dire, cette espèce de revanche par ricochet, on va dire, mais moi en tout cas ça me fait du bien, et même si je me sens pas forcément de parler de tout ça devant mes proches, etc., ça, c'est quand même réparateur de pouvoir en parler en public et devant des gens pour les sensibiliser, quoi. Merci. Moi, par rapport à la parole empêchée, je voudrais juste ajouter quelque chose. En effet, pendant très très longtemps, je me suis tue par rapport à mes troubles de l'humeur, notamment quand j'étais au lycée étudiante, où en effet il fallait rentrer dans la norme, il fallait être un peu comme tout le monde, donc c'était quelque chose de très tabou dont je ne parlais pas, j'avais vraiment honte aussi de ces troubles-là, notamment des épisodes dépressifs. Et puis aussi, il y a eu un tabou au sein de ma famille, vu que mon père est également touché par un trouble de l'humeur. Il y avait quelque chose du déni dans ma famille et du tabou. On voulait pas en entendre, on voulait plus en entendre, on voulait pas accepter qu'un autre membre de la famille soit touché. Donc là, c'est sûr que pendant des années, là-dessus, moi, j'ai très peu parlé, ou en tout cas qu'à très peu de personnes. Et au final... ZEST et la pérédance m'a aussi permis de prendre la parole et de me libérer de tout ça et de la honte et du jugement des autres et aussi de mon autostigmatisation. Et je pense aussi que c'est en grandissant, j'ai l'impression que
enfin je sais pas si c'est une impression ou pas, mais j'ai la sensation quand même qu'on n'est plus forcément obligé de rentrer dans des cases, ou qu'en tout cas on arrive plus à s'accepter tel qu'on est, et du coup voilà. Merci Colline. Jean-Michel? Oui, moi c'est un petit peu différent parce qu'en fait l'empêchement ça venait vraiment de moi, quoi. Vraiment de moi. À partir du moment où j'ai été diagnostiqué, j'ai eu le sentiment d'avoir une maladie honteuse qui ne créait pas l'empathie comme une maladie somatique peut le créer. Donc du coup ça venait vraiment de moi, donc j'en parlais pas. Et en fait le déclic, c'est quand j'ai fait une formation à la pérédance, moi aussi, où là j'ai commencé à en parler, sachant que cette formation n'était pas spécialisée dans la santé mentale, donc il y avait d'autres champs. Il y avait notamment par exemple l'usage de drogue, et ça a permis d'échanger avec d'autres personnes qui avaient connu des problématiques de vie compliquées. Et du coup, ça m'a libéré. Et après, effectivement, pour parler plus spécifiquement de Zest, le fait de témoigner en face d'individus qu'on ne connaît pas, ça libère la parole. Et en plus, dans ce cadre-là, on a un sentiment un peu, je dirais, militant. Pour faire, reconnaître la légitimité des gens qui sont atteints de troubles psy. Je vais peut-être poser une question à Romain plus spécifiquement sur la question du dévoilement, puisque toi tu es psychologue aussi, professionnel de santé, et dans le cadre des bibliothèques vivantes, tu viens te dévoiler aussi sur ta santé mentale. Est-ce que, du coup, le rapport au dévoilement dans ces ateliers-là, il a toujours été assez aisé pour toi? Est-ce qu'il a évolué? Voilà, comment tu te dévoiles, en tout cas, et comment tu prends la parole? Merci. Du coup, je ne sais pas par où je commence, et je ne vais pas faire des redites trop pour ceux qui m'ont entendu ailleurs, mais le dévoilement, ouais, en tout cas, quand on part avec ces injonctions, ces réductions sur le fait étiquette de posture en tant que psychologue, etc., c'est pas forcément évident. Effectivement, on voit en bibliothèque vivante, en atelier, souvent les professionnels de santé sont les moins à l'aise en fait à se risquer au jeu du dévoilement. Et ce qui était très aidant pour moi, c'est justement le fait qu'il y ait des temps d'atelier de préparation où on peut en fait s'y essayer et puis se questionner dessus, être rassuré des fois. Enfin, vraiment, les participants de Zest m'ont beaucoup accompagné, aidé là-dessus. Et ça fait un peu lien avec la première question aussi. L'empêchement de parler, pour moi, il venait avant tout, je pense, de moi. Et en fait, il y a la question de dire, mais en fait, on peut... dans ces espaces où on va mettre en place des actions de sensibilisation, notre parole, elle peut être préparer, accompagner, servir un objectif. Et moi, j'ai toujours en tête l'objectif qu'on poursuit. C'est un objectif, c'est pour faire passer un message, pour sensibiliser quand je livre des choses de moi. C'est pas un truc flou en fait. Et les actions qu'on mène, c'est vrai qu'elles ont permis aussi de nous montrer que en fait, c'est un levier très puissant du coup, et ça aussi ça conforte dans le fait de s'autoriser à prendre la parole. Et c'est vrai qu'après aussi se dire des fois je suis ok, des fois je suis pas ok de prendre la parole, et de différentes façons. Dans mes textes de bibliothèque vivante, j'en ai avec des degrés de dévoilement, on va dire, différents aussi selon comment je le sens sur le moment. Il y en a où je vais parler de l'évolution de mes représentations sur la santé mentale au sens large. Il y en a où je vais aborder des thématiques de ma propre santé mentale. Je ne vais pas les lire tout le temps au même moment, aux mêmes personnes. Et ça, c'est aussi chouette de pouvoir se dire qu'en fait, voilà, il y a différents dévoilements possibles. Mais je sais pas, j'ai en tête des choses aussi, me dire, c'est aussi se rendre compte de certaines choses que de se mettre en situation de préparer une intervention. Et par exemple, un truc qui était un peu clé pour moi, c'est de me dire, en fait,
Par exemple, pouvoir dire que moi j'ai un suivi avec une psychologue en psychothérapie et que si je vais la voir, c'est pas parce que je suis psychologue et que quand on est psychologue, c'est bien d'aller voir un psychologue, c'est parce que en fait ça m'accompagne dans ma santé mentale et que gérer sa santé mentale, des fois c'est galère et que du coup c'est voilà le moment où je me suis dit en fait ouais non mais clairement ça c'est peut-être important que je le dise et on voit que ça peut avoir des effets sur le fait de le côté prévention, accès aux soins aussi, de pouvoir dire c'est ok de dire qu'en fait je me fais accompagner sur ma santé mentale et c'est voilà c'est pas juste parce que je suis psy, non c'est en fait on a tous une santé mentale et j'en ai besoin quoi et ça m'aide. Enfin voilà des choses comme ça mais il y a eu beaucoup d'évolutions du coup au fil des années depuis le début de Zest où voilà de changements et d'être plus ou moins à l'aise, mal à l'aise avec son malaise voilà. Et du coup, autre question, et Pascal, je vais te la poser aussi, si tu as envie d'y répondre. Du coup, dans le titre de la table ronde, il y a la prise de parole pour changer les représentations, mais aussi les pratiques. Du coup, dans les actions qu'on a pu mener au sein de Zest, on a sensibilisé aussi des professionnels, des pompiers, par exemple. Et toi, dans le podcast Troubles dans le spectre, l'idée originale, c'était de sensibiliser les professionnels de santé. Et pourquoi tu as voulu faire ça ? Enfin, c'était quoi l'idée derrière ? Alors quand il y a eu les premières suspicions d'autisme en ce qui me concerne, c'était en 2020, et le psychiatre qui me suivait à l'époque, qui m'avait accueilli en clinique après mon effondrement, m'a dit lorsque je lui ai fait part de cette hypothèse, si vous êtes autiste, alors moi je me fais cuisinier. Et du coup, il s'en est suivi 2 diagnostics différents et indépendants qui ont acté ce diagnostic-là. Et je me suis dit, à un moment donné, lorsque j'étais dans une formation qui s'appelle Asperger Mode d'emploi, qui porte plus nom en 2020, l'intervenante neuropsychologue nous disait qu'elles avaient, les professionnels de santé mentale du CRA, Centre Ressources Autisme, beaucoup de mal à mobiliser, à informer et augmenter le niveau de connaissance des soignants. Et du coup, en sortant de cette formation, je me suis dit, mais pourquoi pas faire d'une pierre deux coups. J'avais très très peu envie de recevoir ce diagnostic comme une espèce d'étiquette et me la coller sur le front avec le DSM dans le dos ou devant. Mais j'avais très envie de me placer dans une démarche d'enquête qui me permettrait de savoir, en allant interroger les gens, avec une diversité suffisante, pour me permettre d'appréhender de façon un peu plus fine et via le terrain, mais aussi avec l'aide de professionnels, ce que pouvait représenter la vie d'une personne autiste, ou de plein de personnes autistes. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai eu l'immense chance de rencontrer Zest à l'époque, et contrairement à ce qu'a dit Madame Todorov-Florian, Troubles dans le spectre, c'est pas Pascal, c'est vraiment une dizaine de personnes ultra engagées, compétentes au service de ce projet-là. Moi, je suis juste la voix. Et donc, on a fait comme ça 14 épisodes, qui couvrent absolument pas tout, tous les aspects. On en a encore 5 ou 6 qu'on a déjà relevés, mais qui pour moi sont autant d'étapes de la compréhension de la façon dont je fonctionne. Voilà, et c'est en ça que c'est dans cet esprit-là en réalité que j'ai fait et qu'on a mené ce projet. Voilà. Je peux dire un truc ? Dans le cadre de Zest, on fait aussi de la formation, donc je voulais en parler très rapidement, et notamment on fait de la formation, on a un module de formation sur la stigmatisation, autostigmatisation, etc., des stigmatisations auprès d'infirmières et d'infirmiers néo-titulaires. Donc c'est super intéressant en fait de se retrouver dans la position du formateur alors qu'on a été l'interné. C'est-à-dire qu'on passe d'un côté à l'autre de la scène, derrière la scène, devant la scène, et du coup, ouais, c'est se dire vous avez en face de vous un ex-patient qui aurait pu être votre patient, c'est aussi montrer quelque part que
que le rétablissement est possible et que les personnes concernées ont elles aussi des connaissances sur les processus de rétablissement. Il reste 5 minutes. Du coup, ma question, c'est de vous faire passer le micro éventuellement si vous avez un message ou en tout cas quelque chose que vous avez envie d'ajouter sur la thématique de la prise de parole, sans que ça soit obligatoire aussi. Ce qui concerne, enfin, de ce que je pense de la prise de parole, ça va vouloir tout et rien dire, ce que je vais pouvoir proposer. Mais je pense qu'on a tous une histoire, que se l'approprier, c'est pas quelque chose d'évident, parce qu'on n'a pas l'habitude forcément de la mettre en mots, on n'a pas forcément l'habitude d'y réfléchir, ou on n'a pas forcément envie de le faire, parce que ça peut être compliqué, ça peut brasser des trucs difficiles, etc. Mais je pense que pouvoir revenir dessus et essayer de la raconter, sans que ce soit une injonction ou quoi, mais je pense qu'en soi, c'est un outil qui est vraiment, comme disait Romain, c'est un levier très puissant, et je pense que ça peut aussi faire beaucoup de bien. Donc, à tous ceux qui veulent s'y essayer, ne serait-ce que comme ça, sans vouloir en faire quoi que ce soit, même derrière, je pense que c'est un exercice qui vaut le coup d'être tenté, quoi. Voilà, c'est tout. Floriane, est-ce que tu aurais un message sur la prise de parole ? J'aime pas prendre la parole en public, mais Zest je pense que m'a permis, en tout cas à moi aussi, de m'essayer à la prise de parole, à la question du dévoilement. Et je dirais que je rejoins Adrien sur le fait que c'est intéressant de s'essayer à cet exercice, en tout cas de se questionner sur est-ce qu'on est aussi nous légitimes à prendre la parole, sur quoi on a envie de prendre la parole en lien avec notre santé mentale, et que ça permet aussi de déconstruire pas mal de préjugés qu'on peut avoir aussi sur nous-mêmes. Voilà. Merci. Merci. Oui, pour moi, la prise de parole, forcément, c'est un choix, tout d'abord. En fait, on a le choix de prendre la parole ou de ne pas prendre la parole. Et également, j'estime qu'on est tous légitimes à prendre la parole. Bien sûr, si on parle en son nom, c'est vrai que nous, à Zest, on a l'habitude, notamment dans nos ateliers d'écriture et de nos témoignages, de rappeler un peu ce cadre, de dire qu'on écrit avec le pronom personnel « je » pour parler de notre histoire, notre expérience. Mais j'estime en effet que la prise de parole, elle est légitime et qu'en fait, c'est notre choix. Il faut penser aux conséquences qui peuvent être positives ou négatives de la prise de parole. On a pu le voir dans l'actualité, notamment avec la prise de parole de Morand récemment. C'est pas non plus quelque chose de facile, surtout quand on est quelqu'un de connu dans le paysage public. Donc voilà, faut aussi réfléchir à toutes les conséquences que ça peut amener pour nous, mais aussi pour notre entourage, qui sont généralement très positives. Donc moi, j'invite honnêtement à communiquer le plus possible, et je vois l'effet positif que ça a eu dans mon entourage, au sein de ma famille, auprès de mes amis, et même au sein de ma profession, et voilà. Donc, vous le savez, on est au pays de Descartes, et ce matin, en écoutant Florence, son témoignage, et celui d'Estelle ensuite, tellement poignant, je me suis dit que on pouvait vraiment passer du « je pense, donc je suis » à « je prends la parole, donc je suis ». C'était vraiment quelque chose de très très fort, et c'est ce que vous avez tous dit, hein. Prendre la parole, c'est vraiment se mettre à exister à un niveau différent de son être, et merci à Zest pour ça.
Alors juste en deux mots, parce que moi j'ai dit tout à l'heure à la première question de Pascal que je prenais pas la parole à une époque parce que je pensais que j'allais pas créer d'empathie, voire du rejet. Or on se rend compte qu'en prenant la parole, on crée beaucoup d'empathie en fait, c'est-à-dire que nos témoignages, globalement, moi j'ai pas trop d'exemples de rejet. Voire pas d'exemple du tout, et que les personnes à qui on s'adresse déjà ont leur propre expérience de santé mentale. Tout le monde a une expérience de santé mentale quelque part, soit soi-même, soit d'un proche, et même si c'est pas forcément une pathologie. En tout cas, on crée de l'empathie, contrairement à ce que je croyais encore il n'y a pas si longtemps que ça. Juste rappeler que c'est quand même, c'est important pour moi à Zest notamment, mais dans d'autres structures, on a quand même un cadre pour prendre cette parole. Enfin, on prend pas la parole n'importe comment, et je pense que c'est quand même assez important de dire que oui, on peut prendre la parole, on s'exprime, mais on le fait pas n'importe comment, à n'importe quel moment, devant n'importe qui. Enfin voilà, faut réfléchir quand même à ça pour notre bien et puis le bien des personnes aussi qui nous écoutent. Et ça sera donc le mot de la fin. Merci.